Bonjour à tous et merci à ceux qui nous ont déjà rejoints de s'être connectés pile à 9 heures. Nous avons décidé que les intervenants, que nous allions attendre 5 petites minutes pour laisser le temps à tous les inscrits de se connecter et nous débuterons, si vous le voulez bien, ce webinaire à partir de 9h05. Je profite peut-être de ces quelques minutes pour d'ores et déjà remercier tous les intervenants qui ont accepté de participer à ce webinaire ce matin. Je vais commencer par Caroline Bouteloup du CSTB qui va animer un petit peu les débats, les échanges et puis à la fin du webinaire également prendre la main sur le jeu de questions-réponses. Merci Caroline de votre présence. Avec plaisir. Également, merci à Sophie Devos et Céline Vercollier de BNB Hotel, notre partenaire sur les sujets hôteliers, de nous avoir accordé un petit peu de leur temps pour parler de leur expérience RSE ce matin avec nous. Bonjour Sophie, bonjour Céline. Merci à Annabelle Billy du groupe Corian de se joindre également à nous pour nous apporter son éclairage du point de vue de l'immobilier de santé. Corian qui est également l'un de nos grands locataires, notre plus grand locataire santé et un important partenaire dans ce domaine. Bonjour Annabelle. Bonjour et bonjour à tous et à toutes. Et bonjour Loïs Moulas, directeur général de l'OID, qui nous fait également l'amitié de partager ce début de matinée pour nous apporter avec Caroline toute son expertise technique sur la question du décret tertiaire et qui pourra se prêter, dans le cadre d'une introduction notamment, un petit retour sur cette démarche juridique, on va dire fleuve, qu'est le décret tertiaire, puisque ça fait longtemps qu'on en parle et puis tout n'est pas encore connu dans le dispositif. Merci Loïs de ta présence. Merci pour l'invitation. Bonjour. Alors, je vais me repositionner sur les premiers slides et puis nous allons pouvoir démarrer. Je vais commencer par une toute petite introduction sur Primonial REIM et puis nous laisserons très très vite la parole à nos intervenants, à nos invités pour vous parler plutôt d'un focus décret tertiaire autour des locataires, puisque l'idée de ce matin, c'était bien de s'adresser à notre communauté de clients locataires et d'essayer de balayer un petit peu le sujet du décret tertiaire en donnant un certain nombre de clés pour réussir ce challenge, puisque nous voyons bien que nous sommes tous relativement actifs sur ce sujet depuis des mois, voire même des années, et que c'est un important chantier, un chantier complexe sur lequel nous avons vraiment un grand besoin de collaboration entre locataires et bailleurs. Donc, nous allons essayer de vous donner quelques pistes ce matin pour réussir ce challenge. J'ai un doute. Guillaume, souhaites-tu que je prenne la main tout de suite ou... Alors, en fait, j'attendais juste 9h05 et voilà, il est 9h05 et je vais commencer par une très rapide présentation de Primonial REIM et puis ensuite, je laisserai la main à Caroline et à toi pour la suite. Alors, tout d'abord, un petit mot effectivement sur Primonial REIM qui organise ce matin avec l'appui de Green Solus et tous ces intervenants déjà présentés, ce webinaire à l'intention de nos locataires. Alors, nous sommes un acteur bien connu de l'épargne immobilière.
Nous représentons aujourd'hui 27 milliards d'encours sous gestion. Cela correspond à plus de 1200 immeubles, plus de 7000 locataires et plus de 4,5 millions de mètres carrés. Tout cela réparti sur 8 pays en Europe et sur 5 grandes classes d'actifs dont vous voyez la répartition sectorielle sur la droite. Bien évidemment, nous sommes un acteur très connu du bureau, mais en témoigne la présence de BNB et de Korian ce matin. Nous sommes également un acteur de la santé et de l'éducation, de l'hôtellerie, du commerce et également du résidentiel. Je vais passer très rapidement sur ces chiffres pour tout de suite entrer un petit peu plus dans le cœur du sujet en rappelant très rapidement nos engagements RSE. Alors, Primonial REIM, c'est fait depuis plusieurs années déjà une conviction sur un certain nombre de sujets. On a travaillé depuis 3 ans et demi maintenant à une charte ISR, à la définition d'enjeux que l'on a classifiés, que l'on a priorisés. Et puis tout cela nous a permis d'aboutir donc à un certain nombre d'engagements RSE qui ont été publiés l'an dernier avec 4 piliers, une planète durable, une ville inclusive, l'humain et puis une partie mécénat. Alors vous verrez ce matin que dans ces 4 piliers, bien évidemment, il sera plus à même pour nous de parler de la planète durable, puisque ce sera plus évidemment le pilier E environnemental de notre politique RSE et des enjeux ESG qui l'accompagnent, qui va être survolé ce matin au travers du décret tertiaire. Mais malgré tout, voilà, vous dire que une politique RSE d'un acteur immobilier comme nous, c'est à la fois réfléchir aux engagements et aux volontés, aux ambitions environnementales. C'est le cas au travers de la planète durable, mais c'est aussi pour nous penser comme un acteur complet d'immobilier une ville plus inclusive. Nous avons aujourd'hui de très nombreux projets qui sont des projets hybrides et qui nécessitent des réflexions multiples en mixité d'usage ou en accompagnement, on va dire, sociétal, en inclusion de nos projets dans les quartiers dans lesquels nous les pensons. Donc, c'est un second pilier extrêmement important qui relève plus du pilier S. Bien évidemment, on place l'humain au cœur de notre réflexion. L'humain, c'est à la fois nos clients, investisseurs, mais également, et c'est le cas encore plus ce matin, nos locataires à qui nous souhaitons donner la parole et à qui nous souhaitons avoir avec qui nous souhaitons avoir une politique d'accompagnement fort pour réussir les challenges qui sont les nôtres. Et puis, bien évidemment, une approche collaborateur très forte pour soutenir et enrichir les parcours. Enfin, et ça, c'est pas depuis 3 ans seulement que c'est en place, mais une politique évidemment de mécénat qui participe de nos engagements auprès de la société avec un grand S. Alors, pour revenir sur nos objectifs ESG, nos ambitions plus opérationnelles, effectivement, ce matin, nous allons revenir sur le pilier environnemental. C'est pour nous l'intégration des risques environnementaux, la réduction des consommations d'énergie et bien évidemment des émissions de gaz à effet de serre associées. Il y a également, comme je le disais, un pilier S très fort chez nous, très fort, j'ai envie de dire presque de facto, de par la multiplicité des typologies d'actifs sur lesquelles nous intervenons, qui induit une hybridation de notre activité immobilière, mais au-delà de cela, une vraie recherche de l'amélioration du confort et du bien-être de nos occupants, une vraie thématique que nous poussons sur l'accessibilité de nos bâtiments, ainsi que sur leur sécurité, qui va au-delà de la simple sécurité, mais depuis quelques temps maintenant également sur les critères de cybersécurité. Et puis enfin, la gouvernance. La gouvernance, c'est le dialogue avec les parties prenantes, beaucoup de travail avec nos property managers qui sont le relais de notre action sur le terrain. Aujourd'hui, la preuve encore d'un travail de communication avec nos locataires, une signature très récurrente depuis des années et puis maintenant devenue obligatoire d'une charte chantier responsable pour nos plus grosses opérations avec nos prestataires de travaux et puis un reporting très clair sur nos objectifs à l'investissement de manière à traduire en toute transparence
nos ambitions ISR auprès de nos investisseurs. Je terminerai avec un dernier slide pour faire le lien avec le décret tertiaire avant de laisser la parole à nos intervenants, pour dire à nos locataires que le décret tertiaire est certes une nouvelle législation, donc une couche réglementaire supplémentaire, mais nous avons décidé chez Primonial REM de la traduire en opportunité. Pour nous, le décret tertiaire, c'est l'opportunité de mieux connaître nos actifs et à ce titre, notamment, de lutter contre l'obsolescence de notre patrimoine. C'est optimiser notre gestion technique et à ce titre, accompagner nos locataires à la réduction des consommations de nos actifs. C'est récupérer et suivre des indicateurs. Et en ce sens, c'est selon nous enrichir la relation locataire et surtout mesurer réellement l'impact positif des actions entreprises à partir de véritables data. Bien évidemment, vous en doutez, c'est tout simplement répondre aux enjeux réglementaires et à ce titre, répondre également aux besoins de limitation du risque réputationnel, le fameux name and shame qui se trame derrière cette démarche bien connue de greenwashing que nous allons sans cesse tenter d'éviter. Et puis bien évidemment, c'est aussi répondre aux besoins de nos investisseurs en développant toujours la dynamique RSE de Primonial REIM. Je dirais en conclusion de cette introduction sur Primonial REM, et c'est le message que nous portons à l'interne auprès de nos asset managers, auprès de nos transaction managers, que c'est finalement faire de l'activité d'asset management immobilier qui est la nôtre une fonction encore plus complète et passionnante en rajoutant ces palettes extra-financières à notre activité immobilière financière plus classique. Voilà, j'en ai terminé. Je laisse la parole à Caroline et je vous souhaite un excellent webinaire à tous. Merci beaucoup Guillaume pour cette introduction qui plante bien le décor. Je vais passer tout de suite la parole à Loïs Moulas qui va rentrer un petit peu plus dans le détail du cadre réglementaire et du dispositif éco-énergie tertiaire. Et je vais assurer le rôle un peu ingrat de timekeeper pendant ce webinaire, puisque le sujet est passionnant, on a beaucoup de choses à vous dire. Et comme c'est, je pense, important qu'on préserve un temps d'échange à la fin de ce webinaire avec vous, voilà, je me permettrai de faire un petit signe aux intervenants pour être sûr qu'on reste dans le cadre qu'on s'était donné au départ. Donc, Loïs, je vous laisse la parole et vous avez 10 minutes. Très bien, merci beaucoup. Donc, Guillaume m'a introduit. Loïs Moulas, directeur général d'une association qui s'appelle l'Observatoire de l'immobilier durable, OID, qui existe depuis une dizaine d'années et qui intervient sur les différents aspects E, S et G liés au secteur du bâtiment, que ce soit en France et petit à petit avec le développement des directives au niveau de l'Union européenne, en Europe et dans un certain nombre de pays. Voilà. La plupart de notre communauté sont donc des acteurs tels que Primonial ou des utilisateurs avec lesquels on bosse très spécifiquement sur les sujets d'efficacité énergétique, de bas carbone dans le cadre du programme bâtiment décarboné, sur l'adaptation au changement climatique, la biodiversité et aussi sur toutes les questions d'implication des parties prenantes, que ce soit via les annexes environnementales, via des chartes d'engagement sur les chantiers, etc., etc. Voilà pour l'OID. Il se trouve que nous avons la chance d'être proche du ministère dans le cadre de l'élaboration de ce dispositif, puisque nous collectons des données de consommation énergétique réelle depuis maintenant une dizaine d'années avec la production d'un baromètre chaque année, qui permet en quelque sorte de donner le poids moyen d'un bâtiment de bureau, d'un bâtiment de commerce en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation énergétique. Ça nous a permis aussi d'être proche de l'ADEME qui développe la plateforme Opéra, qui sera l'outil de suivi du dispositif éco-énergie tertiaire. Donc, moi, je vais surtout vous parler de celui-ci. Je m'étendrai peut-être un petit peu plus sur Opéra en conclusion, sachant que cette plateforme est encore en développement. Donc, si on revient sur le dispositif éco-énergie tertiaire que la plupart des personnes
en général appelle décret tertiaire. C'est en fait une initiative réglementaire qui date de plus de 10 ans maintenant, puisque l'idée avait émergé dans les lois Grenelle. Le décret n'étant jamais sorti, il avait été réhabilité dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015, la même année que la COP, puis il a été à nouveau repris dans la loi Elan en 2018. Donc aujourd'hui, on arrive à la fin, on l'espère, d'un dispositif réglementaire qui aurait mis plus de 10 ans, avec la publication progressive de différents arrêtés modificatifs qui viennent définir justement l'ensemble des modalités d'application, que ce soit pour les propriétaires, pour les locataires, pour les propriétaires occupants, etc., etc. Il faut savoir quand même que le décret tertiaire, il constitue la contribution du parc de bâtiments tertiaires à la limitation des émissions de gaz à effet de serre de la France. C'est-à-dire que la France a une stratégie nationale bas carbone qui se décline par secteur d'activité. Dans chaque secteur d'activité, chaque sous-secteur a sa part de travail à faire d'ici à 2050, puisqu'on vise la neutralité carbone. Et donc, le décret tertiaire, d'une certaine manière, c'est la contribution du parc tertiaire existant à cet objectif en 2050 de neutralité. Et donc, ça se traduit par ces 3 objectifs que vous voyez ici sur cette slide. Une diminution de consommation énergétique en énergie finale des bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 m2, de moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Alors attention, premièrement, cet objectif de moins 40%, moins 50 ou moins 60, il est défini par rapport à une valeur de référence qui, elle, correspond à une année de consommation que l'on peut choisir entre 2010 et 2019, 2020 n'étant pas représentative. À partir de là, on peut donc se fixer cet objectif de moins 40% en valeur relative, c'est-à-dire par rapport à cette année de référence, ou si on est déjà très performant, être en dessous d'une valeur absolue, une sorte de seuil de consommation énergétique à partir duquel on considère que le bâtiment est performant. Ça, c'est le grand principe de ce texte. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce texte, donc, il concerne tous les bâtiments tertiaires, donc les bureaux, la logistique, les commerces notamment, tous les bâtiments aussi de l'État, l'enseignement. Et aussi, le deuxième point de détail qu'il faut ajouter à cette slide, c'est que ce ne sont pas seulement les bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 m2, ça peut aussi être un site ou une partie de bâtiment. Donc, si vous avez un grand immeuble sur lequel vous avez 9000 m2 de résidentiel et 1000 m2 de tertiaire, la partie tertiaire sera embarquée dans le texte, par le texte. Donc, les principes, je viens de les énoncer. Il faut savoir quand même qu'on est dans un contexte mouvant. Il y a encore des arrêtés qui doivent sortir. Donc, des dates qui pourraient être indiquées dans ces slides pourraient être démenties dans les jours à venir. Quoi qu'il en soit, s'il faut retenir une grande date, c'est, je pense, le 30 septembre 2022, qui sera la date butoir pour la fixation de l'année de référence par rapport à laquelle, justement, on regardera où se situe le bâtiment ou la partie de bâtiment par rapport à cet objectif de moins 40% pour la première échéance en 2030. D'ici au 30 septembre 2022, il va quand même se passer des choses, puisque jusqu'à aujourd'hui, et je dis bien jusqu'à aujourd'hui, ça pourrait évoluer, les acteurs obligés par ce texte doivent quand même, au plus tard le 30 septembre 2021, reporter sur l'outil Opéra opéré par l'ADEME, l'outil de suivi du texte, les consommations énergétiques de l'année 2020. Donc, vous voyez, une première obligation au 30 septembre 2021 pour se familiariser avec le texte et pour les sociétés ou les entités qui n'ont pas encore la pratique du reporting énergétique s'y mettre. Puis, cette grosse échéance au 30 septembre 2022, parce que implicitement dire que on va fixer une année de référence, ça veut aussi dire qu'on va essayer de retracer tout ce qui a pu se passer
entre 2010 et aujourd'hui au niveau des consommations énergétiques pour chercher l'année qui nous sera le plus avantageuse. Enfin, c'est en général ce que cherchent à faire les acteurs. Voilà. Je pense que mon temps s'écoule très vite, donc je vais aller plus vite. Je sais pas où on en est, Caroline, mais j'imagine que c'est bien. Oui, il reste quelques minutes en effet. Voilà. Pour revenir sur justement la manière dont ce texte fonctionne, ce que je disais, c'est qu'on peut se fixer un objectif de moins 40%, mais aussi on peut être considéré comme étant performant à partir du moment où on respecte une valeur seuil. Et donc, ces valeurs seuil, elles sont en train d'être définies par arrêté. Aujourd'hui, elles sont définies pour la logistique, les bureaux, l'enseignement, c'est le petit tableau que vous voyez ici. Elles vont dépendre d'une zone climatique à une autre. Et donc, par exemple, on retient pour un bureau standard, à partir du moment où il est environ entre 107 et 140, dépendant de paramètres d'usage et de la zone climatique, eh bien, il n'aura pas à faire ce moins 40% de consommation énergétique en énergie finale. Certaines classes d'actifs sont toujours en attente de la définition de valeurs seuil applicables, par exemple l'hôtellerie, les commerces. Voilà, on disait. J'avance rapidement. Donc, si on regarde un petit peu le calendrier, donc la partie gauche, j'en ai déjà parlé. Je vais plus sur le présent et l'avenir. On attend encore la publication de 2 autres arrêtés pour la fixation des seuils sur les catégories tertiaires restantes, d'une part, et d'autre part, avec la complexité que l'État a rencontrée à développer la plateforme Opéra, qui est la plateforme de suivi, il est probable peut-être qu'il y ait des petits décalages dans le temps sur les obligations. Alors, le 30 septembre 2022 reste bien la date butoir, mais il est probable qu'il y ait quelques arrangements qui soient faits avec la date du 30 septembre 2021. Voilà à peu près où on en est aujourd'hui. Moi, si je voulais juste conclure sur ce sujet-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le texte, il a suivi un cheminement. En 2011, on disait obligation de rénovation énergétique des bâtiments tertiaires. Aujourd'hui, on dit amélioration énergétique des parties de bâtiments tertiaires. Ce qui veut dire, c'est que cette obligation, elle se situe plus au niveau du bâtiment, elle se situe au niveau des entités fonctionnelles, donc notamment des lots privatifs. Et donc, d'une certaine manière, puisque la consommation énergétique d'un bâtiment dépend d'un certain nombre d'équipements spécifiques utilisés par l'occupant, mais aussi de la performance intrinsèque, de l'enveloppe, des parties communes, de la chaufferie, etc., eh bien, l'atteinte de ces obligations, de ces objectifs, elle va être coportée par le propriétaire et les locataires, raison pour laquelle il est absolument nécessaire de communiquer au mieux sur la fixation des années de référence et sur les consommations énergétiques. Je vais laisser les différents intervenants en reparler et je crois que je réinterviendrai en fin de webinaire. Merci. Merci beaucoup Loïs pour cette présentation. Effectivement, il vous restait quelques slides focus sur la plateforme Opéra et ses fonctionnalités, et je propose que peut-être on se les garde pour y revenir en fin de webinaire s'il y a des questions spécifiques sur ce sujet. De mon côté, je vais vous parler un petit peu de la vision qu'on peut avoir au CSTB de ce décret tertiaire et des obligations qui en découlent, et plus généralement des ambitions qu'on se donne sur la réhabilitation des bâtiments existants. Donc, juste pour rappel, le Centre scientifique et technique du bâtiment est un établissement public à intérêt commercial et industriel. Et notre mission, c'est d'apporter notre expertise scientifique et technique à tous les acteurs de la construction et de l'urbain pour soutenir l'innovation, la qualité et la sécurité des projets, donc des bâtiments,
qu'ils soient neufs ou existants. Donc au sein du CSTB, je dirige l'équipe réhabilitation et gestion de parc, et donc nous sommes en première ligne et fortement mobilisés sur le sujet de la réhabilitation des bâtiments existants, qui est, à mon sens, un enjeu fondamental de la transition énergétique, numérique et sociale. C'est un enjeu majeur de développement durable. On a tous en tête ces chiffres que le secteur du bâtiment est un des principaux contributeurs des émissions de gaz à effet de serre en France, et notamment le parc existant. Il y a un chiffre qui est frappant qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que 80% des bâtiments que nous allons utiliser en 2030 sont déjà construits. Donc, on voit toute l'importance qu'il y a à faire attention à réduire la consommation énergétique du parc existant. Et on a des ambitions fortes qui ont été données au niveau national à atteindre en quelques décennies, alors que paradoxalement, on a un très faible taux de renouvellement du parc. Quand je dis renouvellement, c'est donc démolition, reconstruction. Donc on voit qu'il est vraiment essentiel d'intervenir sur le parc existant et donc de travailler sur les économies d'énergie, évidemment, mais pas seulement. Pour moi, la réflexion à avoir sur le parc bâti, elle doit mettre la performance énergétique au cœur d'une réflexion plus globale sur la transition numérique, le bilan carbone, l'adaptation du bâtiment à ses occupants, aux différents usages, et aussi la résilience au changement climatique. Donc, comme je vous le disais, pour moi, la réhabilitation du parc existant, c'est un défi majeur et qu'on doit inscrire dans une approche globale. Donc, tout d'abord, il est essentiel de bien connaître son parc. Et donc là, je m'adresse aux propriétaires, mais aussi aux locataires. Il faut avoir une connaissance claire et précise de l'état de son parc bâti et notamment de ses consommations énergétiques. Et ensuite, une fois qu'on a posé ce diagnostic et qu'on s'est donné des objectifs de réduction de consommation énergétique, c'est important de réussir à donner envie aux différents acteurs et aussi de leur donner confiance dans une démarche de réhabilitation énergétique. Donc donner envie, ça veut dire s'inscrire dans différents, je dirais, déclencheurs de la rénovation énergétique. Ça peut être des travaux à l'occasion d'un changement de locataire, des choses comme ça. Donner confiance, ça veut dire former les entreprises, mettre en place aussi des méthodes qui permettent d'évaluer de manière précise l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Et puis, bien sûr, donc assurer la qualité des réhabilitations qui sont menées, renforcer les filières professionnelles et construire et évaluer les moyens de financement, puisque on le sait tous, l'argent c'est quand même le nerf de la guerre, et il faut que ces ambitions de réduction des consommations énergétiques, elles soient accolées à des stratégies financières pertinentes. Donc au sein du CSTB, on travaille à développer des outils et des méthodologies pour accompagner les gestionnaires de parcs sur notamment différents sujets que vous avez listés ici. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a un des sujets sur lesquels vous souhaiteriez qu'on vous accompagne en particulier, et notamment pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, on travaille en partenariat avec la DHUP et l'ADEME au développement justement de la plateforme Opéra et de ses fonctionnalités. Et je confirme ce que Loïs nous a dit à l'instant, cette plateforme elle est encore en développement et effectivement on aura sûrement un petit décalage, une certaine tolérance disons dans les dates jalons qui sont officielles aujourd'hui.
Et concrètement, moi, il y a une image que j'aime bien quand je parle de performance énergétique d'un bâtiment, c'est que pour moi, c'est comme une fusée à 3 étages. Pour que la fusée décolle, il faut que chaque étage soit mobilisé au bon moment. Donc le premier étage, je dirais, c'est là qu'on a les réacteurs, c'est la performance intrinsèque du bâtiment. Donc l'isolation de l'enveloppe, les systèmes énergétiques qui sont mis en place. Ensuite, le deuxième étage, pour moi, ce sont les aménagements qu'on vient faire dans ce bâtiment. Donc là, ça concerne les locataires, quand le premier étage concernait le propriétaire. Mais c'est important que ce deuxième étage aussi de la fusée soit mobilisé. Et puis le dernier étage, c'est l'usager. C'est vraiment le salarié qui vient quotidiennement travailler dans le bâtiment et qui doit se l'approprier et l'utiliser de manière, je dirais, vertueuse. Donc effectivement, il y a un partenariat propriétaire-locataire qui est extrêmement important si on veut atteindre les objectifs de réduction des consommations d'énergie. Et en particulier, là, je fais un petit focus sur le processus de collecte et d'étude des consommations énergétiques. Donc, ça va se dérouler en 3 temps. Tout d'abord, il y a la collecte par le bailleur d'un mandat pour automatiser je dirais la collecte des données énergétiques. Donc, vous avez ici un petit exemple là à droite, une petite copie d'écran de ce document, ce qui permet ensuite au bailleur de suivre les consommations de l'ensemble du parc et donc de mettre en place une politique pertinente d'amélioration et de réduction d'économie d'énergie dans le but de respecter le décret tertiaire. Voilà, j'en ai fini. Je vais passer maintenant la parole à Annabelle Billy et Céline Annabelle Billy, pardon, de Corian, qui va nous présenter des retours d'expérience en lien avec le décret tertiaire. Bonjour, donc merci Caroline. Pour ce qui concerne Corian, donc je prends la main sur les diapos. Une première diapo assez rapide, simplement pour vous expliquer notre patrimoine. Donc notre patrimoine, vous le voyez, il est très diversifié. Il est regroupé aujourd'hui sur 7 pays, donc 7 pays européens, l'Angleterre, la France, le Benelux en y intégrant les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Nous sommes un acteur majeur de l'accompagnement des personnes fragiles, ce qui veut dire que, comme vous le voyez en bas de la diapositive, nous avons un patrimoine qui est relativement diversifié puisque nous accueillons ces personnes fragiles donc aussi bien dans des maisons qu'au travers de colocations pour personnes âgées, qu'au travers de résidences-services, en passant donc jusqu'à l'EHPAD bien sûr et en passant par les cliniques de soins de suite et de réadaptation, avec également des cliniques chirurgicales en Italie. Ce qui fait qu'au total, nous avons un patrimoine d'à peu près 1000 établissements, ce qui représente plus de 4 millions de mètres carrés sur l'Europe, avec environ 525 000 résidents patients sur l'année 2020. Vous voyez qu'on a doublé en 4 ans, puisque les chiffres que je vous montre là sur la diapo, donc ce sont nos chiffres 2020 à fin 2020. Donc on a doublé en 4 ans le nombre de personnes accueillies et on a augmenté de 30% notre portefeuille donc d'actifs. Au-delà des résidents que nous accueillons, nous avons aussi plus de 57 000 collaborateurs qui vivent dans nos maisons et qui travaillent et donc qui partagent les locaux avec nos patients résidents. Donc en fait, en clair, un patrimoine très, très diversifié, parfois hétérogène dans sa qualité,
surtout soumis à plusieurs réglementations très diversifiées, puisque la France est quasiment le seul pays qui a une seule réglementation nationale et qui se décline donc dans toutes les régions, ce qui n'est pas le cas ni en Italie, ni en Allemagne, ni en Belgique, ni en Espagne d'ailleurs. Et à la tête de tout ça, on a une seule réglementation qui est européenne et qui se décline ensuite. Donc, d'où en fait, vous allez le voir par la suite, la politique qu'on a mis en place, donc de politique bas carbone. Donc effectivement, donc, notre responsabilité sociale et environnementale, elle est vraiment intégrée dans notre projet d'entreprise, mais de par sa dimension européenne, et puis également parce que c'est notre cœur, c'est notre cœur de métier, la responsabilité sociale. Donc notre politique RSE, on l'a déployée autour de cinq grands axes, donc qualité des soins, le capital humain, l'engagement sociétal et puis l'ancrage territorial. Il y a plein de choses qui sont sur notre site internet. Je vous suggère d'aller y jeter un œil. On vient de publier donc notre document de référence donc pour 2020. Et puis, nous avons donc bien sûr un axe 5 sur les changements climatiques et donc sur la réduction de notre empreinte carbone. Donc, ça se concrétise comment ? Par une feuille de route donc bas carbone qui a été élaborée donc en 2020, qui a été validée fin 2020 par notre conseil d'administration sur la partie énergétique. On est en cours donc d'élaboration de notre feuille de route bas carbone sur les autres axes. Et donc globalement, elle se décline sous 3 grands indicateurs: la réduction de nos consommations énergétiques, la réduction de nos déchets résiduels à l'horizon 2023, la labellisation environnementale de l'ensemble de nos projets neufs, et nous avons un gros portefeuille donc de construction à travers toute l'Europe sur les 5 prochaines années. Donc voilà. Et au-dessus de tout ça, donc un objectif à long terme, ce qui reste assez court puisque c'est à l'horizon 2030, donc la réduction de notre empreinte carbone de 40%, ce qui n'est pas du tout une mince affaire, c'est un très beau challenge. Donc comment nous avons fait pour élaborer tout ça, et ce qui va nous amener aussi de faire le parallèle avec le décret tertiaire. Donc en fait nous avons élaboré notre bilan carbone, vous l'avez en haut à gauche sur la diapositive, et on voit bien qu'effectivement donc en 2018, lorsque nous avons élaboré donc sur nos données 2018 ce bilan carbone, et bien on voit bien que l'énergie des bâtiments représente plus d'un tiers de ces consommations, de ces émissions de gaz à effet de serre. Et si on y ajoute donc la part de développement immobilier qui va avec, on atteint les 40%. Voilà. Donc on est effectivement très en ligne avec l'objectif du décret tertiaire de réduire nos consommations énergétiques, puisqu'on voit bien que c'est quand même le premier pilier de consommation. Donc cette feuille de route bas carbone énergétique, elle consiste en quoi? Elle est assez simple, hein, donc la réduction de nos consommations énergétiques en diminuant et en éradiquant le plus possible l'utilisation des énergies fossiles telles que le fioul, le développement bien sûr des énergies renouvelables, en privilégiant quand ce n'est pas possible de développer les énergies renouvelables, donc les énergies bas carbone. L'installation d'équipements de chauffage performants et le renforcement effectivement de l'efficacité énergétique des bâtiments, tel que le disait Caroline précédemment, la labellisation donc de l'ensemble de nos greenfields sur toute l'Europe, et puis aussi la sensibilisation de nos occupants aux éco-gestes. Alors, ce n'est pas qu'un doux mot et un doux rêve, mais nous savons que par l'utilisation et par la gestion au quotidien et de nos résidents et de nos personnels, on peut aussi avoir une action sur la réduction de nos consommations énergétiques. Voilà. Donc en 2020,
Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en 2020, on est assez content parce qu'on on s'était donné un objectif de 3% de réduction de consommation énergétique. On les a atteints puisqu'on les a presque doublés. On est à 5% de réduction. Et toute petite minoration sur nos dépenses. Qu'est-ce qu'on fait? Notre plan d'action, on a mis en place dans tous les pays donc, un suivi et un pilotage donc avec l'utilisation systématique d'outils, donc de plateformes de consolidation de données au niveau national, mais également au niveau groupe, de sorte à nous permettre de suivre nos consos, de nous générer des alertes, de visualiser nos plans d'action. Bien sûr, donc une consolidation à l'échelle européenne avec des tableaux de bord qu'on harmonise. Et puis aussi le développement des énergies vertes parce que au-delà des plans d'action, donc des leviers d'action, on va voir par la suite qui sont en cours de mise en place dans nos différents pays. On développe aussi effectivement l'utilisation des énergies vertes pour alors on ne va pas réduire par ce biais-là les énergies, les consommations énergétiques, mais en revanche, on va réduire notre bilan carbone et c'est aussi pour nous un de nos objectifs. Voilà, donc ça c'est la trajectoire qu'on s'est donnée, il reste 3 minutes, j'y vais. C'est la trajectoire groupe qu'on s'est donnée, donc à l'horizon 2030, 22% de réduction énergétique, 37% de réduction carbone, et plus particulièrement en France, puisque c'est ce qui vous intéresse. Donc on a des objectifs différents par pays, parce que ça dépend effectivement de la maturité et du pays et de l'état du patrimoine. Donc, on voit que c'est ce que la France s'est donné. Alors, on voit qu'elle essaie, on pense bien qu'elle y arrivera donc sur 2030 de se tenir à son objectif de réduction énergétique et également à son objectif de réduction carbone, parce que les deux sont liés pour nous. Et puis, en termes donc justement de levier d'action, on a identifié une petite douzaine d'actions, de leviers d'action à mettre en place dans l'ensemble de nos assets, avec effectivement un petit volant de 5-6 que vous voyez là, 5-6 types de travaux qui nous permettent à très court terme en fait d'avoir des gains assez élevés en termes énergétiques. Voilà. Et de pouvoir respecter nos feuilles de route et nos cibles. Et puis ici en France plus particulièrement, ce que l'on va essentiellement privilégier, ce sont dans un premier temps l'installation de pompes à chaleur, puisqu'on voit qu'en termes d'impact de CO2, pour nous, c'est quand même assez intéressant. Le remplacement des chaudières fuel par du chaudière au gaz naturel, l'installation de panneaux photovoltaïques, et puis également sur l'enveloppe, on va développer quelques chantiers de travaux de rénovation et d'isolation de façade, parce qu'on pense que c'est aussi l'un des principaux leviers d'action. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à nos plans d'action et plus particulièrement celui sur la France. Par rapport au décret tertiaire, en fait, vous voyez, nous, on va plus loin que le décret tertiaire, puisqu'en fait, on prend en compte aussi la réduction de notre empreinte carbone, et pour nous, l'un ne va pas sans l'autre. En revanche, ce qu'il faut bien voir, et peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger sur ce sujet-là dans la session questions-réponses, c'est il faut vraiment qu'on ait à l'esprit que c'est quelque chose qui s'ajoute, le décret tertiaire, à toute la gestion du quotidien. Et en termes de plan de charge, que ce soit pour les équipes internes au sens large, hein, c'est interne bailleur, interne locataire, c'est quand même assez conséquent. Mais en termes de plan de charge externe, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi qu'on arrive à anticiper, parce que je pense que les entreprises risquent d'être un peu en surchauffe, c'est le moment de le dire, dans les années à venir. Et donc, il va falloir gérer au mieux ces charges de plan d'action.
C'est vrai qu'en termes administratifs, c'est quand même un peu compliqué quand on est en bout de chaîne, et nous, locataires ou propriétaires, parce qu'on est aussi propriétaire, quand on voit, parce que les intervenants précédents ont expliqué que la plateforme Opérate, on n'est pas encore sûr de la date de mise en service. Nous, on est juste derrière, on est dans les starting blocks, et puis finalement, il faut qu'on s'arrête. Donc, ça veut dire que dans 3 mois, il va falloir peut-être qu'on reparte. C'est quand même toujours un peu compliqué, les stop and go. Donc, ça aussi, il faut essayer d'anticiper dans la gestion au quotidien, et ce n'est pas toujours très simple. Et puis surtout, ça ne peut fonctionner, et un grand merci à Primonial, que par le partage d'expérience et puis par vraiment l'implication forte de toutes les parties prenantes, parce que ce n'est pas qu'un sujet de locataire ou d'OPEX, c'est aussi un sujet et de CAPEX et de valeur de l'actif. Donc, je pense vraiment qu'il faut travailler tous ensemble, regarder dans le même sens. Et je pense que Primonial est quand même un bailleur très impliqué sur ce sujet-là. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Annabelle, de partager ce retour d'expérience avec nous et en particulier les leviers d'action que vous avez identifiés là, et le tableau qui est encore à l'écran me paraît extrêmement intéressant, et aussi les freins que vous rencontrez. Et j'ai bien noté le message qu'il faut qu'on s'active sur la plateforme pour qu'elle soit rapidement opérationnelle. Je vais passer maintenant la parole à Céline Vercollier et Sophie Devos des hôtels B&B qui vont aussi partager leur retour d'expérience avec nous. Merci Caroline. Bonjour à tous, je suis Céline Vercollier, CFO du groupe B&B Hôtel, et je suis avec Sophie Devos. Ce matin, je vais vous présenter rapidement notre groupe, les principaux axes de notre stratégie RSE, et Sophie vous détaillera toutes les actions spécifiques que nous avons mises en place sur l'empreinte carbone chez B&B. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, B&B Hôtel est une chaîne hôtelière qui est née en Bretagne il y a 30 ans. Nous sommes un acteur majeur de l'hôtellerie budget économique, et nous montrons la plus forte croissance en Europe sur notre secteur. Nous avons réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de l'ordre de 640 millions d'euros. Nous avons aujourd'hui un parc qui fait plus de 550 hôtels en Europe principalement, et nous réalisons entre 15 et 20% de croissance par an. Donc, nous grossissons très vite. Nous nous adressons à une clientèle universelle qui va des ouvriers au cadre des grandes entreprises, en passant par les PME, les voyageurs. C'est une clientèle qui est à la fois business et loisirs, d'où notre signature de marque Only for Everyone. Nous offrons à nos clients une combinaison de confort, de design et de services de qualité. Donc, nous proposons des chambres avec un design qui est très fonctionnel, avec des exigences acoustiques élevées, et elles sont toutes équipées de climatisation, d'une télévision connectée, d'une literie haut de gamme, d'un Wi-Fi gratuit, de salles de bain individuelles qui sont entièrement équipées, et le tout avec un petit déjeuner de qualité. Nous offrons aussi à nos clients des espaces communs confortables, avec un esprit d'échange et de convivialité, avec un espace salon et un bar ouvert. Le tout avec un accueil chaleureux pour un prix qui va de 50 à 60 € la nuit. Donc, nous offrons le meilleur rapport qualité-prix du secteur. Nous nous développons partout en Europe, dans les centres-villes, à la périphérie des petites, des moyennes et des grandes villes. Donc, nous avons un réseau qui est très mixte, et notre business model repose sur 2 fondamentaux. Tout d'abord, nous ne détenons pas les murs, donc nous avons des partenariats avec des investisseurs immobiliers, et Primonial est le 2e bailleur du groupe B&B, et nous confions l'exploitation de nos hôtels à des gérants mandataires pour 75% de notre réseau. Donc rapidement, le réseau B&B Hôtel, donc aujourd'hui nous avons plus de 550 hôtels dans le monde entier, principalement en Europe, et vous voyez que nous avons 4 gros marchés. Le premier, bien sûr, la France, avec 300 hôtels. Le deuxième, l'Allemagne, avec 140 hôtels. Puis nous sommes aussi présents en Italie et en Espagne. Et nous nous sommes aussi développés en Belgique, en Suisse, en Autriche, au Portugal, en Slovénie, en Pologne et même au Brésil.
Donc, nous sommes le deuxième acteur français et européen de l'hôtellerie économique. Nous avons la plus forte croissance du marché. Nous avons des positions de leader sur nos 4 gros marchés. Donc, nous sommes numéro 2 en France derrière Ibis. Nous sommes numéro 2 en Allemagne et en Espagne. Et nous sommes numéro 1 en Italie. Et nous avons pris des parts de marché significatives ces dernières années. Un tiers des ouvertures économiques des chaînes est capturé par B&B tous les ans en France et en Allemagne. Donc, ça représente à peu près 50 ouvertures par an, ce qui fait une ouverture en moyenne par semaine. Et nous avons l'ambition d'accélérer cette croissance. Alors, la stratégie RSE pour B&B. Il est clair que la prise en compte des impacts environnementaux et sociaux de notre secteur devient un prérequis indispensable. De la gestion des biodéchets à la génération du score carbone, les objets de réglementation ne manquent pas et ils vont certainement évoluer vers plus d'intégration du développement durable par les hôteliers. Donc, même si aujourd'hui, durant ce webinaire, nous allons principalement évoquer les aspects environnementaux, il est important aussi pour nous, pour B&B, de ne pas sous-estimer les dimensions sociales et humaines dans notre approche durable et responsable. Donc, sur l'impulsion de notre nouvel actionnaire qui est arrivé il y a 2 ans, nous avons intensifié toutes nos actions en matière de RSE. Tout d'abord, nous avons établi un bilan complet des actions existantes et nous avons défini des objectifs et un plan d'action pour les prochaines années. Nous complétons notre approche financière de nos activités en élargissant la perspective aux impacts environnementaux et sociaux et nous nous appuyons pour cela sur les objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. Donc, chez B&B, la RSE est intégrée aux objectifs de chaque manager du groupe, au même titre que les traditionnels objectifs de performance financière. Donc, c'est une démarche continue, c'est un véritable projet d'entreprise pour B&B. Il est fédérateur pour l'ensemble des collaborateurs et de nos partenaires et il valorise également nos engagements auprès de nos clients. Donc, cette démarche s'inscrit aussi dans notre volonté de préparer B&B Hôtel aux prochaines étapes de notre croissance. C'est au cœur de notre stratégie et de nos ambitions, je vous l'ai dit, 50 à 70 ouvertures par an. Et donc, il faut que nous arrivions à avoir le consentement de nos grands investisseurs financiers qui font un préalable à tout investissement en termes de RSE. Ça nous permet d'avoir accès au marché des capitaux, ça a un impact sur les marges de notre dette et c'est également maintenant pris en compte par les agences de rating dans leur notation. Donc, on souhaite associer l'ensemble de nos partenaires immobiliers, puisque, comme je vous l'ai dit, on n'est pas propriétaire des murs de nos hôtels, à cette démarche dans nos programmes de rénovation de notre parc et dans le programme d'ouverture de nos nouveaux hôtels. Donc, c'est-à-dire que pour nous, le verre ne doit pas être perçu comme un coût additionnel, mais comme un réel investissement qui va créer de la valeur pour demain. Donc, pour nous, il n'est pas question d'être un simple observateur. On veut, dans notre secteur, être proactif pour anticiper toutes les évolutions de notre secteur et envisager les conduites à tenir. Donc, la stratégie RSE pour B&B, nous avons à cœur d'agir au quotidien pour changer les comportements des parties prenantes, internes et externes, vers des hôtels durables et responsables. Et donc, il est essentiel d'y intégrer toutes les parties prenantes, telles que les bailleurs, les fournisseurs, nos prestataires, nos clients, nos employés, nos gérants mandataires, nos franchisés. Et c'est une interaction qui va devenir de plus en plus régulière. Donc, on va évoluer vers une vision long terme, tandis que tous nos efforts doivent être mesurés régulièrement par des indicateurs et confirmés par un label ou une certification indépendante. Donc, Sophie va vous présenter dans quelques instants tous les exemples concrets de mise en œuvre de cette politique chez B&B. Alors, je vous l'ai dit, Primonial, c'est le second bailleur du groupe B&B. Et c'est vrai que dans le cadre de la mise en place du décret tertiaire, Primonial est très impliqué, très proactif. Et c'est très agréable pour nous. Comment est-ce qu'on envisage aujourd'hui de travailler avec Primonial dans l'atteinte des objectifs qui sont liés au décret tertiaire sur les prochaines années? Tout d'abord, nous avons défini dans notre bail les responsabilités des uns et des autres. Donc, ils sont clairement identifiés.
Deuxièmement, Primonial a pris contact avec DeepKey pour la gestion de leurs données via leur plateforme DeepKey Ready. Celle-ci nous a été présentée, notamment en termes d'ergonomie et de fonctionnalité. Et le responsable ISR chez Primonial et l'interlocuteur de DeepKey sont en contact régulier avec nos équipes de maintenance, d'hygiène et de sécurité pour tous ces aspects techniques et avec notre directeur juridique pour les aspects légaux et les détails des baux. Donc, on avance main dans la main. Plusieurs actions déjà ont été menées par BNB. À date, nous avons déjà communiqué à Primonial et à DeepKey des consommations d'eau, d'électricité, de gaz. On est remonté jusqu'en 2013 pour l'ensemble des hôtels du portefeuille Primonial. Toutes les surfaces ont été également précisées dans les baux, le type d'énergie par hôtel et les numéros de compteurs et les points de livraison pour que la collecte soit automatisée par des relevés de consommation sur la plateforme DeepKey. Voilà, maintenant je vais donner la parole à Sophie DeVos qui va vous présenter plus concrètement les actions de RSE que nous avons déjà mises en place. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de participer aujourd'hui à ce webinaire. Donc, Sophie DeVos, je suis en charge notamment de tous les aspects compliance pour le groupe. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous de pouvoir vous présenter notre démarche, comme l'a rappelé Céline, non seulement avec le décret tertiaire, toutes les réglementations internationales qui peuvent exister, Annabelle l'a rappelé notamment. Aujourd'hui, nous appuyer sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, pour nous, est primordial. Pourquoi? Parce que cela nous donne un cadre, effectivement, d'avancement. Et à ce titre, nous avons mis en place un certain nombre d'actions pour pouvoir réduire notre empreinte carbone, et ce, notamment en agissant sur 4 objectifs principaux, qui sont notamment l'eau propre et l'assainissement. Sur ce sujet-là, notamment, nous avons mis en place des contrôles de qualité de l'eau pour éviter toute problématique de légionnaires. C'est un exemple. Le deuxième exemple aussi, l'objectif durable, c'est le numéro 7 qui porte notamment sur une énergie propre. Sur les bâtiments nouveaux et en termes de rénovation, nous avons mis en place des LED. Nous avons aussi toute la consommation d'énergie qui est contrôlée. Par ailleurs, il nous est important aussi de pouvoir contractualiser avec des partenaires, des fournisseurs d'énergie durable. Et enfin, la mise en place progressive aussi de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Le troisième axe, en fait, d'objectif de développement durable part sur une consommation extrêmement responsable. Pourquoi? Annabelle l'a rappelé aussi, il est important pour nous d'éliminer nos déchets, de réduire le gaspillage de l'eau, d'éliminer et d'éradiquer le plus possible aussi le plastique de tous nos hôtels. C'est à la fois un enjeu environnemental, c'est aussi un enjeu de santé publique. Pourquoi? Parce qu'on le sait, les plastiques contiennent un certain nombre de composants endocriniens qui sont extrêmement nocifs pour les populations, nos clients. Donc, nous avons à cœur de protéger et nos parties internes et nos parties externes là-dessus. C'est aussi des participations à l'initiative Earth Hour. Et enfin, mais surtout, de pouvoir nous entourer, Céline le parlait, des parties prenantes. Identifier nos parties prenantes est essentiel. Et aujourd'hui, lorsqu'on veut aller vers des établissements durables et responsables, ça passe aussi par des partenariats bien ciblés, structurés, avec des partenaires qui sauront s'engager aussi. Je parle notamment de tout le mobilier d'intérieur à titre d'exemple pour nos hôtels. Le coût est important, mais aujourd'hui, il faut savoir mettre en place dans les cahiers des charges aussi des indicateurs précis, notamment d'engagement sur les sujets environnementaux. Et à ce titre-là, depuis quelque temps, nous avons développé un code spécifique qui engage nos parties prenantes, nos fournisseurs, à respecter ces engagements. Et au-delà de ça, toutes les réglementations qui peuvent coexister, qui partent notamment de la Déclaration universelle des droits de l'homme, d'autres thématiques, mais également toutes les réglementations aussi en matière environnementale, nationale et internationale. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Il reste une minute. Ouais. Oui, alors je vais aller très très vite. L'autre levier aussi, c'est agir pour notre empreinte carbone. Et là, c'est l'objectif de développement durable numéro 13. Pourquoi? Aujourd'hui, on cherche à engager nos parties prenantes, en tout cas, et cette certification environnementale, elle est volontaire. C'est une démarche qui est portée par l'ADEME, l'Agence de transition énergétique, et qui permet effectivement d'identifier au terme d'une nuitée passée par un consommateur, un client chez nous, de pouvoir identifier au terme de cette nuitée le pourcentage de CO2, l'énergie consommée, l'eau, les produits écolabellisés. Et à partir de là, comme un lave-linge ou un lave-vaisselle que vous achetez, on vous délivre une étiquette.
Et de là, vous pouvez voir effectivement quelle est votre empreinte carbone, quels sont les leviers d'action que vous avez. Vous avez donc identifié vos risques. Vous pouvez donc les diminuer, mettre en place vos plans d'action, accroître le dialogue avec vos parties prenantes et ce faisant, avoir une stratégie environnementale extrêmement pertinente pour la suite. Voilà, j'essaie de respecter le timing le plus possible. Je suis allée très très vite, mais j'espère avoir été claire. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Effectivement, l'exercice est pas facile de respecter le timing puisque, comme on le disait en introduction, le sujet est dense et passionnant. Mais moi, j'ai l'impression qu'on a plutôt pas mal réussi. Il est 10 heures et on va pouvoir conclure. Loïs, je vous repasse la parole pour la conclusion avant qu'on passe à la session de questions-réponses. Oui. Merci. Oui, pour conclure et donner quelques perspectives, effectivement, comme comme ça a pu être dit dans les différents témoignages, on peut voir ce texte comme une opportunité et l'ensemble de l'effort à réaliser aujourd'hui consiste dans un premier temps à bien connaître son parc, à pouvoir venir capitaliser des consommations énergétiques et pour ce faire, dans la plupart des bâtiments, ça nécessite un dialogue important entre le propriétaire et les locataires et éventuellement le recours à des plateformes telles que Deepkey ou autres pour pouvoir capitaliser tout ça et préparer le jour où la plateforme Opérate sera disponible. Moi, par rapport à ce qui a pu être dit tout à l'heure, on sait bien depuis 10 ans que les go, no-go sur le décret tertiaire n'ont pas forcément aidé. Pour autant, compte tenu du temps et l'effort nécessaire pour se constituer une base de données bâtimentaire, pour aller chercher des consommations énergétiques jusqu'en 2010, je pense que le fait qu'il y ait un éventuel décalage ne change pas l'urgence de se mettre en marche sur le sujet. Voilà ce que je voulais dire. Après aussi un petit complément, il faut pour un certain nombre d'acteurs, ce dispositif s'inscrit très bien dans la logique des annexes environnementales, dispositif qui existe déjà depuis 2013. Donc il y a une opportunité à saisir, à utiliser des dispositifs préexistants, des démarches via des comités verts pour annuellement venir travailler sur cette nouvelle thématique et déployer différents plans d'action. Moi, je voulais pas en dire plus que cela. En termes de conclusion, je pense que les objectifs sont ambitieux, mais à partir du moment où on a bien compris que les leviers d'action n'étaient pas seulement dans la réhabilitation énergétique, mais aussi beaucoup dans la gestion des équipements et l'utilisation finale des bâtiments. Donc, on joue bien sur ces 3 leviers, qu'on saisit les opportunités en fonction des phases de vie des bâtiments, eh bien, les objectifs sont atteignables. Voilà pour ma conclusion avant les réponses. Merci. Merci beaucoup, Loïs. Eh bien, écoutez, la parole est à vous, aux participants de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions, soit en prenant directement la parole, soit grâce au chat. Et peut-être pour lancer les échanges, est-ce que on aimerait peut-être savoir depuis combien de temps de votre côté vous êtes impliqué sur le sujet et si vous avez déjà pu mettre des actions en place, lesquelles et quels sont les freins par exemple que vous avez pu rencontrer. Je pense que ce serait intéressant qu'on partage ces retours d'expérience. Alors, je peux répondre puisque vous avez vu qu'en 2020, on a réduit nos consommations énergétiques de plus de 5% sur tout le groupe, mais c'est à peu près le pourcentage qu'on a pu faire sur la France. Donc, on est on n'a pas attendu le décret tertiaire ni sa mise en œuvre pour se lancer sur nos réductions de consommation énergétique. Donc, ça fait à peu près 3 ans qu'on est vraiment
qu'on est vraiment impliqué sur le sujet. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Alors, on a commencé à utiliser les dispositifs de C2E, mais c'est quand même très énergivore en termes de temps. Les freins, c'est effectivement, c'est celui que je viens d'évoquer, c'est tout le temps administratif sur la constitution des dossiers, et puis au départ, quand même, le besoin effectivement de bien connaître son patrimoine, donc pour pouvoir cibler les actions par bâtiment ou par site. Voilà. Mais on a commencé à utiliser les dispositifs de C2E pour réduire nos consos énergétiques en France. Voilà. Depuis 3 ans à peu près. D'accord. Merci. Moi, si je peux compléter un petit peu cette question, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a un certain nombre d'acteurs qui, de par l'annexe environnementale, ont dû commencer à faire des inventaires techniques depuis déjà 2012-2013. Donc, en fait, il y a quand même un certain nombre d'acteurs, que ce soit des directions immobilières de ce qu'on appelle grands utilisateurs, de locataires, ou que ce soit chez les propriétaires, qui font ce type de pratique depuis un certain temps, d'autant plus que il y a des textes qui viennent en complément, comme tous les textes relatifs au fait de publier des rapports RSE, des rapports de développement durable, dans lesquels quasi systématiquement on demande à faire du reporting sur les consommations énergétiques. Donc je pense qu'aujourd'hui l'enjeu il se situe pas chez les grandes entreprises qui ont quand même pris l'habitude depuis un certain nombre d'années de reporter ce type de données, mais plus chez toutes les petites entreprises qui se voient embarquer dès lors que les bâtiments dépassent une surface tertiaire de 1000 m². Je vais me permettre de compléter le propos de Loïs et également de rebondir du coup sur la question d'Adrien sur le chat qui nous demande quelles sont les difficultés que rencontrent bailleurs et preneurs dans la collecte, dans la connaissance du parc, et avec un petit focus sur savoir si Excel est privilégié ou est-ce que l'approche est plus industrialisée. Donc pour rebondir sur ce que vient de dire Loïs, effectivement on utilise beaucoup des systèmes, j'ai envie de dire, juridiques déjà existants, et notamment l'annexe environnementale que l'on propose dans une mouture nouvelle, et on l'a intitulé à ce titre annexe ESG, pour proposer à nos locataires qui le souhaitent, et en tout cas dans tous nos nouveaux baux, des moyens de communication. Loïs évoquait tout à l'heure l'échange annuel dans le cadre de comités verts. Donc, on essaye d'utiliser absolument des ressources déjà existantes, des systèmes déjà existants, pour ne pas non plus réinventer la poudre et venir complexifier encore un sujet qui est difficile. Parce que quand Adrien nous demande quelles sont les difficultés rencontrées, bien, moi je dirais qu'effectivement elles sont multiples et elles sont de l'ordre de la mobilisation de nos partenaires. Alors, mobilisation de nos partenaires property managers dans un premier temps, à qui il a fallu expliquer la démarche, à qui il a fallu, j'ai envie de dire, apprendre ou en tout cas donner dans le détail comment nous souhaitions appliquer le décret tertiaire. Mais ça, j'ai envie de dire, c'était une première étape relativement simple puisque ce sont des acteurs avec lesquels on a des liens contractuels importants et de longue durée le plus souvent, parfois même des structures internalisées. En revanche, quand il s'agit, et c'est tout l'objet de notre webinaire de ce matin, quand il s'agit de parler avec nos locataires, parfois c'est compliqué parce qu'on a des typologies d'acteurs qui sont multiples, des acteurs qui sont de taille très variée, avec par exemple sur nos locataires retail en ce moment des problématiques évidentes liées au Covid. C'est également bien évidemment le cas en hôtellerie. On sait très bien que il y a des difficultés économiques majeures liées à la situation de pandémie, et donc une difficulté pour nous, je dirais, bien de solliciter systématiquement l'attention de nos locataires sur ces problématiques environnementales quand il y a parfois d'autres sujets, pour le coup très financiers, à traiter dans l'urgence. Et donc, on essaie de tout mettre en œuvre
pour assurer une meilleure communication. Le webinaire de ce matin, c'est un moyen pour nous d'alerter et de dire à nos locataires que voilà, on ne peut pas faire sans eux. Bien évidemment, on est mobilisé, on est prêt à mettre en place tous nos outils. Et là, pour répondre à la question d'Adrien, on a quitté Excel depuis un moment et effectivement, on l'a dit, on travaille avec DeepKey sur la collecte automatique de nos données. On s'est doté d'outils informatiques et de cette plateforme qui permet, j'ai envie de dire, de condenser toutes les datas. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est un travail effectivement long et difficile, mais ça n'est que la première partie. J'ai toujours tendance à dire, et on en reparlait récemment avec Loïs, collecter la data, mettre en place une plateforme, j'ai envie de dire que c'est un effort important, mais ça n'est que la première étape. C'est seulement quand on en sera à proprement parler avec des datas qui auront été validées, qui auront été collectées de manière importante et récurrente, que les plans d'action, parce que c'est là que le travail réel pour les économies d'énergie commence, peuvent être mis en œuvre et peuvent être déployés de manière priorisée. C'est aussi un travail que nous menons actuellement, que de prioriser les différents actifs de notre parc. Et là aussi, c'est par l'échange avec nos locataires qu'on arrive à identifier. Je vais prendre l'exemple de BNB et de Corian, évidemment. On a des patrimoines, on a des immeubles multiples avec ces acteurs-là. Le fait de parler du sujet avec eux nous permet d'identifier les priorités. Et ça, c'est clairement quelque chose à avoir en tête. Il n'y aura pas de décret tertiaire, à mon sens, sans avoir une saine collaboration entre bailleurs et preneurs, notamment sur la transmission des données énergétiques, dont nous disposons quand même partiellement, puisqu'on a des contrats sur nos immeubles, par exemple multilocataires, on dispose des contrats sur les parties communes. Mais là aussi, comme l'a dit Loïs, étant donné que le décret tertiaire a évolué vers des lots privatifs, eh bien, il nous faut absolument avoir le retour de nos locataires sur ces éléments-là et qu'il n'y ait pas de peur. Nous, notre objectif, il est pas du tout de savoir combien coûte le kilowattheure tel que négocié par tel ou tel de nos locataires. On se contente juste des kilowatts. Les euros, j'ai envie de dire, nous importent peu. Ce qu'il nous faut, c'est établir conjointement les changements d'équipement, les plans d'action, les sensibilisations des occupants pour diminuer les kilowatts consommés. C'est ça notre objectif. Et si on diminue les kilowatts ou si on change les énergies vers des énergies moins consommatrices de carbone, eh bien, effectivement, on contribuera aussi naturellement à la baisse de ces émissions carbone. Merci, merci Guillaume. Je vois qu'il y a également une question un petit peu plus technique de Stéphane Lec, pardon, qui demande qui a une activité tertiaire et également une activité secondaire et qui demande comment assurer une bonne ségrégation des consommations pour satisfaire au mieux les exigences du décret. Alors, bon, spontanément comme ça, je dirais, est-ce qu'il y a un sous-comptage qui est mis en place sur le bâtiment qui permet d'isoler les consommations de chaque partie d'activité? C'est la solution qui me paraît la plus évidente. Après, j'ai pas de... Ce que préconise la DHUP, c'est qu'à terme soit installé des sous-comptages. Après, dans ce genre de cas de figure, à partir du moment où les calculs ou la ségrégation ou la séparation des consommations énergétiques est justifiée, ce sera probablement accepté. Voilà. Le seul problème par rapport à ça, c'est qu'à partir du moment où on applique des règles qui sont basées sur des hypothèses, ça va être difficile à suivre dans le temps. À partir, si une activité secondaire augmente, l'autre activité tertiaire diminue. Enfin voilà, c'est plutôt là où se situe le problème. Moi, j'avais pas vu le chat et je complète juste la réponse de Guillaume qui était très bien. Juste sur deux petits points qui me paraissent importants. Il y a tout de même des acteurs qui restent au fichier Excel. Le fait de se munir d'une plateforme, en général, devient obligatoire à partir du moment où on gère un parc important. Parce que Excel n'est absolument plus
devient trop complexe à gérer. Mais moi, je vois aussi beaucoup d'acteurs qui ont des petits parcs ou des petits utilisateurs qui ont entre 3 à 10 bâtiments ou 3 à 20 bâtiments qui continuent aussi sur Excel. Ça, c'était mon premier point. Et mon deuxième point aussi, parce que j'entends souvent webinaires, c'est que des webinaires d'ailleurs actuellement, mais on entend des discours, moi c'est bon, des critères SR, c'est coché, j'ai ma plateforme. Et là, j'ai vraiment envie de plussoyer ce que disait Guillaume. La plateforme, ce n'est qu'un outil. Ce qui est important, c'est les actions qu'on va mener sur les bâtiments, main dans la main entre propriétaires et locataires. Alors oui, avoir des données, c'est un préalable parce que sans connaissance de ces consommations, on ne peut rien faire. Mais il faut pas confondre la fin et les moyens. C'est vraiment les plans d'action qui sont importants. Et ça sera la deuxième phase. On a une petite problématique de son, j'ai l'impression. Ou simplement un petit… Voilà, non, c'est bon. C'est revenu. Donc, pour finir sur la question de Stéphane, effectivement, puisqu'il nous indique dans le chat qu'il n'y a pas de sous-comptage à ce jour, je pense que c'est évidemment la solution vers laquelle il faut tendre. C'est une thématique bien connue aussi chez nous que de travailler les plans de comptage, ce que l'on appelle les plans de comptage de nos immeubles. Quand je parlais tout à l'heure de meilleure connaissance de notre patrimoine, c'était bien évidemment de maîtriser les énergies consommées sur le bâtiment et là où elles sont consommées. L'exemple très classique que l'on a sur notre patrimoine tertiaire, c'est d'essayer de différencier les surfaces de bureaux des surfaces de restaurants d'entreprise, par exemple. Et donc là, si je comprends votre question, Stéphane, c'est une activité vraiment bureau et puis peut-être une activité logistique associée. Donc, on a ça aussi dans notre patrimoine des locaux d'activité. Effectivement, le mieux, je pense que c'est de permettre le sous-comptage et d'avoir des compteurs supplémentaires qui vont vous permettre de différencier vos consommations sur les deux espaces et les deux activités. Je pense que c'est la bonne réponse à votre question. Il est 10h17. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont encore des questions. Auquel cas, n'hésitez pas. Sinon, j'imagine… alors là, je vais peut-être demander à Martin Le Tallec de Green Solus. J'imagine que ce sera possible de poser des questions également par mail. Ouais, bonjour à tous. Bien sûr, dans l'invitation que j'ai envoyée sur Google Agenda, il y a du coup le mail des critères tertiaires qui est en fait le mail de chez Primonial pour le décret tertiaire. Donc en fait, vous pouvez envoyer directement vos questions à ce mail-là si on n'a pas traité vos questions lors du webinaire. Et pour information, ce webinaire sera disponible en replay aussi, donc à disposition des participants sur les réseaux sociaux et vous sera envoyé par mail. Voilà, je pense qu'on peut terminer du coup, Caroline. Oui. Guillaume, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire. Effectivement, je voulais peut-être quand même remercier tous nos intervenants ce matin. Annabelle nous a mis un petit mot sur le chat nous indiquant qu'elle devait nous quitter, mais remercier tous les invités qui ont répondu présent ce matin, indiquer effectivement, comme l'a dit Martin, à nos locataires que nous avons une adresse générique qui est donc dans l'invitation Google Agenda, donc décret tertiaire at greensolus.fr et que cette adresse, elle est vraiment faite pour que nos locataires prennent attache auprès de nous, que nos locataires sachent que derrière cette adresse se cache à la fois l'équipe ISR de Primonial REM, mais également nos partenaires dont Green Solus et nos intervenants de DeepKey. Donc voilà, Martin remet sur le chat décret.tertiaire.primonial@greensolus.com. Je m'étais un peu fourvoyé dans l'adresse. Et donc, à toute question postée à cette adresse, il y aura bien évidemment une réponse. Donc vraiment que nos locataires présents ce matin n'hésitent pas. Et puis un grand merci à tous une nouvelle fois pour
pour votre temps et votre disponibilité. Merci. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée.